Bonjour, Galia Kerman. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, essayiste, autrice de Le régiment immortel, la guerre sacrée de Vladimir Poutine. Vous connaissez très bien les mondes russes. Quel regard déjà portez-vous sur le résultat de cette élection qui est connu d'avance? Comme vous l'avez dit, les résultats sont connus d'avance et même le taux de participation est probablement connu d'avance parce que Vladimir Poutine a ordonné à tous les chefs des régions d'assurer une participation très élevée de la population. On s'attend, et même si ce n'est pas réel, on nous annoncera que le taux de participation sera entre 70 et 80% selon les régions et que Poutine sera réélu avec 80%, voire 81%. On Donc, s'acheminerait donc vers un plébiscite, pardonnez-moi, dans ce cas-là. À quoi servent les trois autres candidats? les autres candidats sont des images pâles, ils auront quelques pourcents chacun, et tout cela simplement pour montrer que la démocratie existe en Russie alors qu'il s'agit d'un pur simulacre. Quelle place, quelle stratégie pour les opposants à Vladimir Poutine? L'épouse d'Alexei Navalny a donné rendez-vous à ses soutiens aujourd'hui dans les bureaux de vote autour de midi, heure locale, pour se faire entendre. Ça ressemble à quoi? C'est un baroud d'honneur. Quelle stratégie finalement pour cette opposition russe? Baroud d'honneur est une bonne expression parce que c'était le dernier souhait en fait d'Alexei Navalny à quelques jours de sa mort. Il a appelé tous ceux qui ne soutiennent pas Poutine à se réunir à midi pile dans les bureaux de vote à travers tout le pays pour voter l'un des trois autres candidats ou gâcher son bulletin, mais simplement être présent pour que les gens puissent voir qu'ils sont là, en quelque sorte, que l'opposition au régime de Poutine existe. Maintenant, il s'agit d'une manifestation, on peut dire, extrêmement pacifique, c'est-à-dire à titre individuel, les gens viennent, certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas, donc il y a une petite foule qui se forme, mais cela ne veut pas dire que c'est une vraie manifestation d'opposition. Mais même cela n'est pas toléré par les autorités. Et à Moscou, par exemple, le parquet a déjà prévenu que les gens qui viennent à midi pile dans les bureaux de vote seront considérés comme les personnes qui participent à une manifestation non autorisée et que c'est passible de 5 ans de prison. Donc, vous voyez, même cette chose totalement inoffensive, aujourd'hui, n'est pas tolérée. De même que n'a pas été tolérée la déposition de fleurs sur le tombeau de Navalny ou dans des petits mémoriaux érigés en son honneur dans différentes villes. Et en face des opposants à Vladimir Poutine, Galia Ackerman, pour qu'on soit équilibré, est-ce que Vladimir Poutine a des soutiens populaires? Quels sont leurs arguments pour voter pour lui, selon ce que vous en savez? Bien sûr que Vladimir Poutine est populaire et bizarrement, cette guerre lui a presque ajouté de popularité parce que cette guerre est présentée par la propagande russe comme la défense de la Russie contre le monde occidental hostile qui veut démembrer la Russie, affaiblir la Russie, etc. Comme tout mouvement de guerre, cela est aussi un élément qui soude la société plutôt que de l'affaiblir. Maintenant, le discours dominant en Russie, c'est que l'Occident nous veut du mal, l'Occident nous impose des sanctions, mais nous allons résister. Donc, bizarrement, à part une partie de la population qui a toujours été contre Poutine, qui représente
peut-être 10 voire 15% de la population générale. Le reste est soudé autour de Poutine. Et aussi, j'ajoute juste, dans son dernier entretien avec un grand propagandiste de la télévision russe, Poutine a bien fait des promesses électorales très importantes, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'intéressement de la population, en quelque sorte l'achat de vote. D'où la prochaine question, Galia Ackerman. Que peut faire Vladimir Poutine de ce prochain mandat qui se profile? Il y a 2-3 jours, il y a eu des documents qui ont fuité de l'administration présidentielle grâce à des hackers ukrainiens. Et là, il s'agit surtout, ce qui nous intéresse ici, d'une lettre adressée par le président, le speaker de la Douma, M. Volodine, à Vladimir Poutine, où il lui propose de préparer les lois visant à renforcer encore le contrôle sur la population, plus de censure, plus d'éducation religieuse aussi, plus d'éducation patriotique, en finir avec l'opposition et sur le plan international, élargir la guerre, surtout après la victoire sur l'Ukraine. Cette guerre, justement, Galia Ackerman, depuis qu'elle a commencé, les Occidentaux ont adopté un discours et une posture offensive. Est-ce que ça marche? Je ne dirais pas que les Occidentaux ont adopté un discours offensif. C'est un discours, je dirais, défensif parce qu'il s'agit de défendre l'Ukraine. C'est l'Ukraine quand même qui est agressée par la Russie. Oui, alors justement, maintenant que c'est précisé, est-ce que la posture défensive du coup des Occidentaux face à la Russie de Vladimir Poutine, est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne parce que l'Ukraine, après plus de 2 ans de guerre, existe encore en tant qu'État indépendant, alors que l'intention des Russes a été de dominer totalement l'Ukraine et surtout obtenir le remplacement du régime actuel à Kiev par un régime pro-russe. Cela existe grâce à la bravoure des Ukrainiens, bien sûr, mais aussi à l'aide occidentale. Et maintenant, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, mais pas seulement de lui, de plusieurs leaders européens, c'est que nous ne pouvons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. Il ne s'agit pas d'une guerre sur le sol russe, il s'agit en quelque sorte de chasser les Russes de l'Ukraine. Merci beaucoup, Galia Ackerman, d'avoir été avec nous sur France 24, historienne, essayiste, spécialiste des mondes russes. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de cette élection présidentielle en Russie.